Le troisième débat d'avant-premier tour de la primaire de la droite et du centre, c'est ce soir, édition spéciale sur LCI à partir de 23h. Et puis dimanche, journée spéciale évidemment, puisque nous serons le jour du vote. Alors on va essayer de vous éclairer un petit peu sur les mesures proposées par les candidats d'un point de vue de l'économie. On va parler du chômage, on va parler du travail du coup, on va parler des impôts, on va se parler des fonctionnaires également. Jean-Thomas Le Sueur est mon invité, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir, vous êtes le délégué général de l'Institut Thomas More. Et alors avec Le Figaro, vous avez fait un comparateur qui est très intéressant. Si vous avez envie d'y voir un peu plus clair, d'ailleurs, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour, puisque vous listez avec chaque candidat quelles sont les mesures principales qui sont proposées. C'est très intéressant. Philippe Bruneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes le président du Cercle des fiscalistes et vous êtes aussi chargé d'enseignement à HEC. Et puis Pascal Salin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire à l'Université Paris-Dauphine et ancien président de la Société du Mont Pèlerin. C'est une société de pensée internationale, c'est ça? Absolument. Vous réfléchissez beaucoup sur l'économie de marché, le libéralisme et les valeurs politiques. Vous avez publié ce livre d'ailleurs, sur les systèmes monétaires, que je vous montre ici, qui est publié chez Odile Jacob. Voilà. Alors, on va peut-être commencer par le chômage, si vous le voulez bien, parce que ce matin, on a eu les chiffres du troisième trimestre. Le chômage monte encore, donc mauvaise nouvelle pour le gouvernement. 0,1 point de plus pour le troisième trimestre de cette année. Donc, la baisse des allocations pour tous, il y a consensus au sein des candidats de la droite et du centre. Les allocations chômage doivent baisser, alors pas forcément de la même manière pour tout le monde, mais en tout cas elles doivent baisser. Oui, là-dessus, vous avez effectivement, vous l'avez dit, unanimité des candidats. Tout le monde a à peu près les mêmes recettes pour essayer de redynamiser le marché de l'emploi. Côté chômeurs, vous avez deux grandes pistes. Vous avez effectivement le durcissement des conditions, le raccourcissement éventuellement du temps de versement des prestations. Et puis vous avez plus ou moins, selon les candidats, d'efforts à faire aussi sur la formation des chômeurs. Voilà. Alors on va peut-être écouter Alain Juppé, justement, où il détaille son plan. On en reparlera après parce qu'il parle de l'amélioration de la situation économique. Donc on va voir ce que ça donne. Cela dépendrait de la reprise du marché du travail, je l'ai toujours dit. S'il n'y a pas reprise, monsieur Juppé, s'il n'y a pas reprise, vous n'appliquez pas votre programme. Je pars du principe qu'il y aura reprise. Cette mesure précise, comme je l'ai toujours dit, dépendra de la reprise du marché du travail. S'il vous plaît, je ne vais pas me laisser embarquer dans des déformations. Je suis très vigilant à ce que je dis et à la façon dont c'est répété. Bon, ça veut tout et rien dire quand même. S'il y a reprise, et je pars du principe qu'il y aura reprise. Oui, ça ressemble un petit peu, excusez-moi de la formule, mais à de la pensée magique. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les candidats ont leur arsenal en espérant que leurs propositions amélioreront la situation et effectivement permettront à la France de retrouver un peu de croissance. On rappelle que la France est un des pays de l'Union européenne qui a le moins de croissance, qui peine le plus à retrouver le chemin de la croissance, et donc leur démarrage économique, et donc des entreprises, et donc la baisse du chômage. Je vais très vite. Et c'est vrai que là, on reste un peu sur sa fin quand on entend ça, oui. Alors Alain Juppé, par exemple, pour vous donner un exemple, il propose une baisse de 25% des allocs pour après les 12 premiers mois d'allocation. Le temps de travail. Alors, il y a consensus aussi de la même façon. Ils veulent tous mettre fin aux 35 heures. On est d'accord ? Oui, absolument. Les 4 principaux candidats, ça fait des années qu'on dit qu'il faut s'attaquer aux 35 heures. Pascal Salin, si la droite passe, on travaillera plus ? Ça dépend aussi justement du candidat qui sera élu, parce que par exemple François Fillon propose, et je crois qu'il a raison, il propose de ne pas avoir une durée du travail légale. Donc si certains désirent travailler 30 heures et que leur employeur est d'accord, si d'autres désirent travailler 50 heures, c'est ça qui est important, que la liberté, c'est rendre aux gens cette liberté fondamentale du temps de travail. Laisser les branches négocier, quoi, c'est ça. Mais c'est vraiment réaliste, ça marche vraiment ? Ça marcherait certainement, mais c'est pas forcément par branche, mais ça peut être au niveau purement contractuel, individuel. Remettre le contrat de travail dans le contrat privé, dans le droit privé. Et ça me paraît une réforme extrêmement importante. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment un gros coup de pied dans la fourmilière. Les heures sup, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des heures sup dans ce cas-là, Philippe Bruneau ? Écoutez, les heures sup, je n'ai pas regardé dans le détail. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je donne la réponse. C'est pour ça que... Si Sarkozy revient à son dispositif. Oui, voilà. Revient en arrière sur la fiscalisation. Ce qui est important, d'une manière, si on a un prisme un peu plus fiscal, c'est bien évidemment sur les deux grandes pistes
qu'on le retrouve dans à peu près tous les programmes, c'est une baisse très forte des charges des entreprises pour qu'elles puissent embaucher, pour relancer donc l'embauche. C'est une politique de l'offre. Et d'autre part, une baisse de la position des ménages, mais de manière très différenciée. Alors, ça, on va en parler des impôts, effectivement, parce qu'il y a pas mal de choses là-dessus. Simplement, Jean-Thomas Le Sueur, est-ce que vous diriez que de ce point de vue-là, et notamment du point de vue du temps de travail, les propositions sont quand même assez importantes. Enfin, c'est-à-dire qu'on est quand même allé dans un... On y va, quoi. Oui, mais parce que d'une part, la situation l'exige. Alors, ce sont des solutions de droite et ou libérales. Alors, on peut ne pas les apprécier, mais de fait, la situation de la France est quand même extrêmement préoccupante. Tous les pays occidentaux ont vécu la même crise, mais aujourd'hui, on a quand même moitié plus de chômage que l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Et on sait que c'est efficace de s'attaquer au temps de travail, pour le coup ? On sait que la dérégulation du marché du travail, de remettre de la souplesse, de faire respirer les entreprises, ça fonctionne, oui. Alors après, c'est un choix de société, je termine là-dessus. À mes yeux, il vaut mieux un marché de l'emploi un peu plus insécure, mais plus dynamique, et où plus de gens trouvent leur place, qu'un marché de l'emploi très protégé, où les gens qui sont dedans, les insiders, sont protégés, mais ceux qui sont dehors, ils restent trop longtemps. De ce point de vue-là, il faut casser la machine de ce qu'on a longtemps appelé la préférence française pour le chômage. Oui, mais on casse la machine pour un effet à moyen ou long terme, mais pas pour un effet à court terme. Ah oui, non, mais bien sûr, c'est un choix. Ouais. Moi, je pense qu'il vaut mieux une société où il y a plus de gens qui travaillent, y compris, et ça peut déplaire, mais avec des mini-jobs, des emplois qu'on qualifie de précaires, mais plus de gens sont dans la machine, voilà, que cette société où tout est fixé, immobilisé et rien ne bouge. Philippe Bruno, vous vouliez intervenir là-dessus ? Pascal Savin. Pascal Savin, pardon. Excusez-moi. Oui, parce que je crois qu'il y a deux causes fondamentales du chômage qui sont l'excès de fiscalité, on a un record du monde en France, et les excès de réglementation. Et tous les candidats à la primaire ont des propositions dans les deux domaines, consistant à réduire les réglementations, en particulier la complexité du droit du travail, du code du travail, et puis de réduire de manière importante la fiscalité. Autrement dit, on peut se poser cette question, comment se fait-il qu'il y a des personnes qui désirent travailler, qui en sont capables, elles ne trouvent pas d'emploi, il y a des gens qui seraient prêts à les embaucher, ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des obstacles. Ces obstacles, ce sont les obstacles fiscaux et réglementaires. On prélève une trop grande partie de la richesse qui est créée par le contrat de travail et on crée trop d'obstacles réglementaires qui empêchent d'avoir la flexibilité nécessaire. Tout est trop verrouillé. Il faut quand même rappeler qu'il y a 300 000 jobs non pourvus aujourd'hui qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'il y a du boulot, il y en a, effectivement. Il y en a, pas suffisamment, mais il y en a. Non, pas suffisamment, mais il y en a. On va se parler des fonctionnaires, parce que pour le coup, c'est un gros dossier aussi, les fonctionnaires. Alors d'abord, on va faire le point sur la fonction publique. On va tout vous expliquer en vous donnant les chiffres, qu'est-ce que ça représente, combien ça coûte, etc. C'est Quentin Fichet qui nous a préparé ça. On en parle ensuite ensemble. Réduire l'emploi public, thème central de la primaire. Tous les candidats LR partagent le même objectif, faire des économies. De 6,2 milliards pour Jean-François Copé à 15,9 milliards pour Nathalie Kosciusko-Morizet, la plus ambitieuse. Diminuer le nombre de fonctionnaires est pour eux la solution. Ils en supprimeraient de 200 à 500 000 sur 5 ans. Pour atteindre ces chiffres élevés, une mesure, le non-remplacement des départs à la retraite. Rien de neuf, cela a déjà été expérimenté sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais d'autres idées sont également avancées. Jean-François Copé veut par exemple abroger les statuts de la fonction publique, en bref, terminer la garantie de l'emploi. Bruno Le Maire, lui, ne s'attaquerait qu'au statut de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire des communes, départements et régions. Quant à Nathalie Kosciusko-Morizet, elle souhaite que les nouveaux arrivants n'aient plus le statut de fonctionnaire, à l'exception des magistrats et des fonctions régaliennes, police, défense, justice. La candidate, comme Alain Juppé, souhaite aussi imposer les 35 heures à ceux qui, pour l'instant, travaillent moins longtemps. Quant au candidat Jean-Frédéric Poisson, il fait exception sur ce dossier, puisque lui ne propose pas de réduire le nombre de fonctionnaires, mais plutôt de répartir autrement ses effectifs. Il n'avance par ailleurs aucune donnée chiffrée. L'Institut Montaigne considère les propositions des candidats comme globalement tenables, à condition de ne pas compenser les baisses d'effectifs en externalisant davantage, et d'anticiper les éventuels conflits sociaux, les manifestations que ces coupes pourraient engendrer. De telles réductions d'effectifs ont déjà été entreprises au Canada ou en Finlande, par exemple. Et on observe à chaque fois qu'elles ont été suivies d'un appel d'air, d'une nouvelle hausse du nombre de fonctionnaires, sans pour autant rattraper le nombre initial.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce sujet, mais d'abord peut-être la question principale, et apparemment il n'y a que Jean-Frédéric Poisson qui propose de réorganiser, il faut la dégraisser ou il faut la réformer, cette fonction publique? Alors, je vous dirais les deux, mon capitaine. D'une part, oui, en masse, si vous voulez, au global, il y a aujourd'hui un nombre trop important de fonctionnaires, si rapporté à la population par rapport à nos partenaires européens ou occidentaux. Je veux dire, les autres pays ne sont pas sous-administrés, donc ça veut dire qu'on peut y arriver. Après, il est vrai qu'il y a des problèmes de répartition. Prenons l'école. Si vous regardez de près, aujourd'hui, on a sous-investi dans le primaire. Or, on sait que c'est là qu'il faut mettre le paquet, parce qu'on sait que c'est là que le décrochage se fait très tôt, que les inégalités se font. Aujourd'hui, il faut plus d'enseignants dans le primaire des plus petits groupes. En revanche, on peut très aisément dégraisser, parce que là, en revanche, il y a trop de profs, si je puis dire, dans le lycée, dans le collège, etc. On peut dégraisser le lycée et le collège pour aller passer... on ne peut pas forcément prendre les mêmes profs, mais dans les recrutements, oui, bien sûr. On sait qu'il y a certains endroits, notamment dans l'hôpital, où il y a parfois des problèmes d'effectifs. Mais au global, je reviens à l'éducation nationale, on sait qu'au global, par exemple, il y a au moins 75 000 profs de trop par rapport à l'Allemagne rapporté au même nombre d'enfants. Donc là, on sait qu'au global, on peut facilement dégraisser, et les chiffres avancés sont globalement justes et raisonnables, entre 200, alors là, la fourchette est grande, mais disons que si c'était entre 300 et 500 000, ce serait quand même assez bienvenu. Après, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il ne faut pas effectivement mieux répartir. Vous diriez l'un et l'autre, avant de passer aux impôts, qu'on a une fonction publique qui fonctionne bien ou pas? Ça dépend des domaines, bien sûr, mais elle est certainement trop importante. Et puis alors, il y a quand même un problème de principe, à savoir que la concurrence, c'est toujours bon. Or, la concurrence, elle n'existe pas dans la fonction publique. Quelqu'un qui est embauché comme fonctionnaire, il l'est pour la vie. Il y en a qui font bien leur métier parce qu'ils ont un sens moral de le faire, et puis il y en a qui profitent de cette situation. Après, donc, aucun candidat propose de revenir là-dessus, on est bien d'accord, sur l'emploi à vie, etc. Si, en proposant de revenir sur le statut de la fonction publique. Alors, oui, tous proposent pour les nouveaux embauchés, pas pour les actuels fonctionnaires. Mais si, bien sûr, l'idée de revenir sur le statut de la fonction publique, ça veut dire qu'on embaucherait non plus des fonctionnaires, mais des contractuels, si vous voulez, comme dans l'armée. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est marrant, parce que c'est la mission la plus régalienne qui soit, et pourtant les soldats signent des contrats de 5 ou 10 ans. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, on va passer aux impôts. Qui est pour, qui est contre les baisses d'impôts? Une baisse de l'impôt sur le revenu est toujours bienvenue, évidemment, mais est-ce que c'est possible réellement? Est-ce que nos finances nous le permettent? Qui propose quoi dans ce thème-là? Peut-être vous, Monsieur Bruno. Si vous voulez, les candidats ont adopté en fait une politique de l'offre pour relancer la croissance en France. Vous avez d'abord la consommation, elle est atone, et donc ensuite il y a l'investissement. Donc on a beaucoup copié ce qui s'est fait dans d'autres pays, en particulier les pays scandinaves, c'est-à-dire adopter une politique de l'offre avec une baisse des charges forte sur les entreprises, une baisse d'imposition des ménages, mais avec des modalités assez différentes. Un changement de modalité d'imposition des plus-values financières, parce que c'est une catastrophe qui a été adoptée par le gouvernement en 2012, et une suppression de l'ISF. Ça, c'est un peu les dénominateurs communs. Et puis ensuite, vous avez quelques voies un peu originales qui sont testées par les uns et les autres. Alors, c'est amusant, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple, qui dit qu'il faut supprimer l'impôt sur le revenu, il faut créer une taxe unique sur le revenu qui serait de 23,5%. Après, il y en a d'autres, je crois que c'est Jean-Frédéric Poisson qui dit qu'il faudrait déjà que tout le monde soit imposable, ce qui n'est pas le cas en France, on a moins de la moitié des ménages qui sont imposables. C'est farfelu ou pas? Écoutez, ça s'appelle la flat tax, ça existe dans certains pays, en particulier dans les pays de l'Est, à la suite de la chute du mur de Berlin. Pour des raisons de simplification, on a mis un impôt unique. C'est farfelu dans la manière dont c'est présenté, parce que ça manque de détails. La flat tax, c'est pas quelque chose de farfelu. Il y a un économiste à côté de moi qui, je crois, la promeut d'ailleurs, Pascal Savin. Donc, je lui laisserai la parole dans un instant. Mais la manière dont c'est présenté, oui, parce qu'en fait, on dit, voilà, on va mettre une flat tax de 20 ou 23%, j'ai pas très bien compris si c'était 20 ou 23. Oui, dans le programme, il y a 23,5, d'accord, 23,5%. À côté de ça, on donne un revenu universel, parce qu'on explique que l'un est couplé à l'autre. Ça veut dire tout simplement qu'on va rendre aux plus riches d'entre nous de l'argent parce fatalement, que fatalement. Et on fait des transferts de sommes absolument astronomiques. On parle de 200 ou 300 milliards et tout ça n'est pas chiffré dans les programmes. Or, les sommes sont telles que ça mériterait de l'être. Donc là, ça manque de détails, c'est juste un peu un slogan. Pour ça, simplement, je vous coupe, pour ça, il faut changer la Constitution aussi. Donc pour le coup, c'est aussi un autre dossier. Oui, au passage. Vous êtes dessus, Pascal Salin, sur cette flat tax. Oui, je crois qu'il y a deux grands problèmes de la fiscalité, parmi d'autres, qui sont la progressivité de l'impôt sur le revenu
et l'excès de taxation du capital. Les candidats à la primaire, bien souvent, ont des propositions, parfois un petit peu complexes, concernant la diminution de la surtaxation du capital. En ce qui concerne la progressivité, ils sont plus timides, en dehors justement de Nathalie Kosciusko-Morizet qui propose une flat tax, c'est-à-dire une taxe à taux unique. Cela me paraît une bonne proposition. Pourquoi ? Parce que la progressivité, d'abord, elle est injuste et ensuite, elle est très destructrice. Imaginez que vous alliez chez le boucher et que le boucher vous dise le beefsteak, son prix, ça dépend de votre revenu. C'est non pas seulement proportionnel à votre revenu, mais progressif. On trouverait ça tout à fait étonnant. Mais l'État, c'est ce qu'il fait. Il nous vend ses services avec un taux qui augmente en fonction du revenu. Or, toutes les expériences étrangères le montrent bien. Lorsqu'on diminue de manière considérable la progressivité, on a un effet de relance économique absolument considérable. Ça a été le cas avec Reagan, avec Thatcher, mais aussi avec un gouvernement travailliste en Nouvelle-Zélande qui a diminué considérablement la progressivité, et parce que ça incite à faire des efforts. La progressivité est critiquable parce qu'elle punit le fait de faire plus d'efforts, le fait d'être talentueux, d'être innovateur, de prendre des risques, etc. Et donc c'est une réforme majeure. Et le fait de demander à tout le monde, et le fait de demander que tout le monde soit imposable, comme le demande Jean-Frédéric Poisson, où en gros finalement ce serait, on paye moins d'impôts mais on est plus nombreux à payer. Oui, alors je crois que c'est justifié dans la mesure où actuellement plus de la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu et ils ont l'impression que l'État, c'est gratuit, qu'on peut indéfiniment demander des dépenses supplémentaires à l'État. On parlait de la santé tout à l'heure. Et ils ne se rendent pas compte qu'indirectement, ils payent toute une série d'impôts. Alors, pardonnez-moi, donc, pour la vérité des choses, il vaudrait mieux, n'est-ce pas, que les choses soient plus explicites, que l'impôt soit un peu douloureux pour tout le monde. Il ne s'agit pas, bien sûr, de demander des sommes considérables à des gens qui ont des moyens très faibles, bien évidemment. Mais un tout petit paiement leur fait comprendre que l'État, eh bien, il vit quand même en fonction de ce que les citoyens donnent. Ouais. C'est un problème sociologique, parce qu'économiquement, tout le monde paye des impôts. Hein. Je rappelle que la flat tax... Mais tout le monde paye des impôts, mais sans le savoir, c'est ça le problème. La flat tax, ça existe. Hein. Je rappelle que la CSG, la TVA, c'est ni plus ni moins qu'une flat tax. On va y venir à la TVA dans une seconde. Je voudrais simplement finir sur vraiment sur l'impôt sur le revenu et l'ISF, parce que vous disiez le fait d'être talentueux et de travailler beaucoup, etc. Alors, sur l'ISF, il y a simplement Nathalie Kosciusko-Morizet qui veut supprimer l'ISF. Non, qui ne veut pas supprimer l'ISF, pardonnez-moi. Qui ne veut pas supprimer. À l'orienter vers les entreprises. Un quasi-consensus. Pourquoi ça serait une bonne ou une mauvaise idée ? Est-ce que vous suivez ce que dit Pascal Salin en disant finalement, l'idée de gagner beaucoup d'argent dans ce pays est mal vue, finalement, contrairement aux Américains. Oui, je suis souvent d'accord avec Pascal Salin. Évidemment, il faut supprimer l'ISF. On sait que cet impôt-là, et par ailleurs tout l'appareil fiscal français, a fait partir des dizaines de milliers de personnes. Et ça représente quelle proportion dans la recette fiscale ? Non, c'est assez mineur, c'est assez symbolique. Oui, donc, c'est mineur et pas, en fait. C'est l'un et l'autre. Mais ce qui est vrai, l'Institut Thomas More est à la fois à Paris et à Bruxelles, et c'est assez banal à dire, mais à Bruxelles, vous avez une foule de Français. Fortunés. Mais même de jeunes talents qui ne veulent plus créer leur boîte en France, et qui la créent, alors certains à Londres, certains à Bruxelles. Bruxelles n'étant pas un paradis fiscal, hein, donc voilà. Enfin, la Belgique étant pas... Donc voilà, il y a un vrai sujet, et c'est vrai. Alors, il y a une dimension financière, c'est 5 milliards, mais c'est surtout sociologique, moi je dirais surtout politique. Et il faut envoyer des échos favorables, effectivement, à l'innovation. Donc là, on a non pas l'enrichissement en soi, parce que c'est ni bien ni mal, mais est-ce que ça apporte à la collectivité ? Alors rapidement, Philippe Bruno, parce qu'on va passer la TVA. Tout à fait d'accord avec. Je veux juste rappeler qu'un impôt, la première chose qu'on lui demande, c'est d'être rentable, et que l'ISF est un impôt non rentable. Oui. Il rapporte 5 milliards, mais vu ce que l'on perd en masse taxable qui part à l'étranger, sa rentabilité est donc négative. Donc en fait, l'impôt devient un caractère punitif, et on veut juste punir une partie de 300 000 personnes qui le payent, et le reste de la société en supporte le coût. Allez, il nous reste 1 minute pour terminer sur la TVA. On va regarder qui est pour, qui est contre une augmentation de la TVA.
3 points pour François Fillon, 1 point d'augmentation pour Alain Juppé. Et on ne touche à rien pour Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un impôt que tout le monde paye, la TVA. Plusieurs candidats préconisent de diminuer les cotisations sociales, mais d'augmenter la TVA. Mais on oublie une chose qui est malheureusement mal connue, c'est que la TVA, ce n'est pas un impôt sur la consommation, c'est un impôt sur la valeur ajoutée. Le nom est très explicite. Et donc, il est prélevé dans l'entreprise lorsqu'il y a création de valeur ajoutée. Donc, diminuer la cotisation sociale et remplacer par une TVA, c'est finalement ne rien faire. Bon, alors on espère qu'on vous a donné un petit peu plus d'éclairage. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais on n'a plus le temps, vous ne pouvez pas répondre. Je vous réinviterai pour ça. Je vous conseille d'aller faire un tour sur le site du Figaro, puisque vraiment l'enquête que vous avez faite avec le Figaro est vraiment très éclairante. On vous a donné des clés sur la santé, on vous a donné des clés sur l'économie. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Juste après le journal, on va parler politique pure avec mes autres invités. À tout de suite.